Bahar, je te laisse la parole. Merci Marianne, bonjour à tous. En réalité, comme on vient de le décrire, nous sommes partenaires à Health Focus dans la mise en œuvre d'un projet de recherche-action sur les mutilations génitales féminines en Guinée forestière qui s'est déroulé dans 2 communautés, dans une commune rurale et dans une commune urbaine. En effet, cette approche nous a permis de pouvoir mettre en évidence la décolonisation de la santé sexuelle et reproductive en Guinée. Effectivement, je dois d'abord vous rappeler que le processus de décolonisation de la santé sexuelle et reproductive se fait à plusieurs niveaux. Et par rapport à la démarche que nous avons enclenchée, tout a commencé par l'implication. L'implication, il faut ici aussi préciser que le premier niveau de décolonisation a été la collaboration entre le GAMS, Belgique, mais aussi avec le partenaire AFASCO, qui est un partenaire du Sud. Parce que le projet n'a pas été élaboré par le GAMS, le projet a été co-construit avec AFASCO, et nous avons travaillé sur l'ensemble des problématiques en lien avec toutes les difficultés qu'on avait au niveau communautaire en rapport avec la problématique liée aux mutilations génitales féminines. Mais évidemment, nous avons donc commencé à repenser notre collaboration, que ce n'est pas seulement que le partenaire du Nord qui doit envoyer les projets et les soumettre au partenaire du Sud, mais aussi nous pouvons travailler ensemble pour encore mutualiser des expériences et mieux prendre en compte le contexte local et pour mieux adresser les défis que nous avons dans ce domaine-là. Au niveau de la participation, le second niveau donc de la décolonisation, il a été question d'enrôler plusieurs partenaires communautaires dans la dynamique. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a aidés. Mais je dois rappeler qu'au niveau de l'implication, on avait échoué dans un autre projet de lutte alternative d'initiation sans excision avec un autre partenaire qui était venu nous imposer vraiment de travailler sur le rite alternatif. Ce n'était pas une demande de la population, de la communauté. Et nous-mêmes, on avait décidé de partir d'abord avec un diagnostic de base avant d'aller vers l'approche de formation ou de rite alternatif d'initiation à excision. Mais nous avons complètement été rejetés par la communauté parce que c'était pas vraiment la communauté n'était pas impliquée, c'était pas une priorité de la communauté. Et ce projet, nous avons échoué avec ce projet dans cette collectivité. C'est pourquoi donc nous avons changé donc cette méthode avec le partenaire GAMS Belgique. Au niveau donc de la participation, comme je viens de le dire, il s'agissait d'enrôler plusieurs partenaires communautaires. Et la démarche que nous avons utilisée nous a permis de s'effacer aussi au niveau communautaire et d'impliquer la population elle-même à pouvoir se prendre en charge. Nous avons donc identifié dans les 2 collectivités dans lesquelles nous avons travaillé 18 facilitateurs communautaires et autour de ces facilitateurs communautaires, ils nous ont permis donc d'identifier aussi 64 autres dialogueurs de 4 focus group, c'est-à-dire des hommes âgés, des femmes âgées, mais aussi des jeunes filles et des jeunes garçons. On avait 4 focus group, soit donc les 64 facilitateurs étaient répartis entre les 4 focus group, 16 par focus. Donc, évidemment, il ne faut pas aussi oublier que nous avons travaillé en langue locale et c'est pourquoi cela nous a permis donc évidemment aux collectivités de s'approprier de la dynamique. Parce que tout s'est passé en langue locale, les discussions se faisaient entre les communautés elles-mêmes et les facilitateurs étaient là pour pouvoir donc diriger les débats, répartir les paroles et avoir une dynamique de groupe beaucoup plus constructive. Et à travers donc cette stratégie que nous avons utilisée et le fait que le débat soit en langue locale, nous avons compris qu'il y avait une appropriation de la démarche par les communautés elles-mêmes. Ils étaient beaucoup plus forts et engagés. Donc, chacun s'est défoulé dans le groupe. Chacun partageait son histoire de vie intime au niveau de sa famille, au niveau de sa collectivité, entre son mari et lui, entre sa femme et lui. Donc, et ça a été un engagement fort. Cela nous a permis donc de briser le tabou, mais aussi cela a permis cela a permis à certains participants timides de pouvoir donc partager leur expérience de vie au niveau de ces familles, au niveau de ces collectivités. Et ça n'est pas resté là. Cet engagement est parti au-delà de ces groupes qu'on travaillait. Mais je dois rappeler que les séances se déroulaient. On avait donc au total 8 séances parce que le processus a été articulé autour de 7 sessions. Donc, les 7 sessions, on avait chaque 15 jours une session qu'on déroulait en langue et on avait donc des sessions en lien avec la sexualité, la planification familiale, l'hygiène intime, l'excision et le plaisir sexuel.
À cela, on ajoute les droits sexuels et reproductifs et aussi les violences sexuelles, les violences basées sur le genre. Et ça, autour donc de cet engagement, on a compris que les gens partaient au-delà de ces cases de discussion qu'on avait construites. Mais ils partaient dans d'autres collectivités et ils faisaient des restitutions auprès des personnes qui n'avaient pas la chance de participer à ces dialogues. Et ça, nous l'avions compris très tôt. Quand dans les recommandations, dans les conclusions au niveau de chaque groupe de discussion, il fallait alors que chaque participant aux sessions de dialogue partage avec les autres membres de la communauté qui n'ont pas participé, mais de leur profil, les résultats, les grands résultats ou les grandes conclusions des débats. Et ça nous a permis donc, en un temps record, en moins de 3 mois, ça nous a permis donc de partager les différentes conclusions à une échelle très grande et d'enrôler encore une masse beaucoup plus grande au niveau de la population. Et donc, cette manière de repenser nos stratégies qui n'étaient pas hier vraiment appliquées nous a permis donc d'avoir des résultats très concluants. Mais je dois ici rappeler que ces résultats il y a eu plusieurs témoignages après les évaluations, parce qu'on a fait une évaluation de départ pour connaître la situation, mais une évaluation finale pour connaître la situation. Dans l'évaluation de départ, nous nous sommes revenus dans la communauté dans laquelle on a été rejetés. Nous sommes revenus avec cette démarche, mais finalement, nous avons accepté, nous avons pu faire parler la communauté. On a compris que c'était vraiment un enjeu qui nous permettait de pouvoir donc briser le tabou. Plusieurs résultats donc issus des témoignages qui sont pour nous des évidences qui permettaient de comprendre quels sont les changements induits à travers cette approche. Nous avons mis en évidence ces témoignages que voici. L'évaluation initiale nous a permis de comprendre que les participants et les participantes méconnaissaient les organes génitaux, surtout au niveau des hommes. Ils méconnaissaient les organes génitaux féminins. Et il y avait des exemples où quelqu'un témoignait, je ne savais pas que le clitoris était érectile. Je ne savais pas que l'orifice vaginal était différent de l'orifice urinaire. Nous avons eu ces témoignages au niveau des jeunes hommes, mais aussi au niveau des hommes mariés. Et on avait constaté aussi qu'il y avait une insuffisance d'intérêt pour les hommes d'appliquer l'hygiène intime. Et surtout quand quelqu'un a dit ceci, un jour, j'ai quitté pour une cérémonie de mariage avec ma femme. Dès qu'on est rentré à la maison, elle a mis de l'eau pour se laver. Maintenant, en se lavant avec elle, elle me dit, comme ça, j'ai de la joie de recevoir aujourd'hui parce que tu es propre. Donc, et ça nous permettait de comprendre déjà que les hommes étaient négligents au niveau de l'hygiène intime. Parce que beaucoup de participants pensaient que c'était seulement au niveau des femmes qu'on parlait de l'hygiène intime. La notion de sexualité ne faisait pas partie des risques initiatiques. Donc, on n'enseignait pas la sexualité, non seulement en communauté, mais aussi dans les familles. L'éducation sexuelle n'était pas au rendez-vous. Donc, ces constats ont été vraiment identifiés dans l'évaluation initiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé après donc, avoir brisé le tabou? On a compris que les discussions sur la sexualité dans les familles sont revenues. Quand quelqu'un a dit j'ai eu courage de commencer à parler du sexe avec mes enfants. Mais aussi, nous avons constaté qu'il y a une amélioration des connaissances des participants sur la sexualité, de méthodes contraceptives, mais aussi, surtout, sur l'hygiène intime. Quand quelqu'un aussi a témoigné, la session m'a fait un lavage de cerveau sur la connaissance des parties intimes et externes des sexes masculins et féminins. Aussi, au niveau de la détermination des participants, nous avons compris que les hommes sont beaucoup plus engagés à promouvoir l'hygiène intime dans leur vie. Quelqu'un a dit, je change maintenant mes sous-vêtements après le bain. Dans les témoignages, on a compris aussi, selon un témoignage, j'ai pris l'initiative après la session sur l'hygiène intime de me laver après le rapport sexuel avant de sortir. Mais surtout, au niveau des effets par rapport les participants ont pris conscience des méfaits de l'excision. Quand quelqu'un aussi a témoigné, moi, la session m'a permis de savoir que les organes enlevés pendant l'excision interviennent pour l'atteinte de l'orgasme lors des relations sexuelles. Au regard donc de ces valeurs, nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de changements induits au niveau de la communauté, au regard de l'approche que nous avons utilisée, et cette approche qui permet vraiment de briser le tabou, de décoloniser un peu cette façon de voir les choses, et surtout le sujet de l'excision, le sujet de la sexualité, ce qui est beaucoup tabou dans les milieux communautaires. Aussi, les facteurs de succès. Au regard de l'approche qui a été utilisée, nous avons énuméré quelques facteurs de succès, c'est-à-dire l'approche communautaire qui est une approche transformatrice. On aborde donc la question des MGF qu'après avoir compris,
aussi la différence entre le sexe et le genre après avoir pris conscience et comment on est socialisé. Donc, on a eu plusieurs portes d'entrée. Cela nous a permis de préparer la communauté à pouvoir donc accepter ces questions qui sont de plus souvent tabous. La conversation communautaire avec des méthodes d'éducation populaire, c'est-à-dire on a l'intelligence communautaire et collective, l'autonomisation, les méthodes participatives, tout cela nous a permis de libérer la parole et d'assurer une sécurité pour les participants. Les discussions en groupe non mixtes ont été des valeurs ajoutées qui nous ont permis donc, un facteur qui nous a permis d'augmenter donc les débats, et le niveau des débats surtout pour parler de la sexualité sans tabou. Le fait aussi d'utiliser beaucoup de partenaires communautaires dans la dynamique, c'est la communauté elle-même qui s'est appropriée de la dynamique. Et ça a été donc une valeur ajoutée aussi de ce travail et ça nous a permis donc d'avoir aussi assez de succès. Mais au-delà des succès, nous avons des contraintes. L'approche projet est une contrainte. Le fait que le projet, c'est un changement et ça a été fortement ancré dans les pratiques communautaires. Ce n'est pas en 1 mois, 2 mois ou 10 mois qu'on pouvait finir avec. Donc, l'approche projet, on nous a imposé une durée de compte tenu des ressources, cela était une contrainte par rapport aux sessions parce qu'il y a d'autres facteurs communautaires qui viennent s'ajouter à cela. Ce n'était pas aussi la bonne. Il fallait continuer avec des recommandations qu'on n'a pas pu. C'est d'ailleurs ce qui me fait profiter donc pour lancer un appel solennel aussi à propos, un plaidoyer pour que vraiment nous sortions aussi une autre contrainte, c'est les approches projets que nous avons. Quand nous avons des projets de changement d'attitude et de comportement, surtout sur des sujets qui sont ancrés dans la vie des communautés, il faut aller aussi dans une durée. Donc, en moyenne, il faut aller vers 1 an, 2 ans en moyenne, selon l'expérience que nous avons sur le terrain. Ça permettait aux communautés vraiment de continuer, de les soutenir dans cette démarche de changement et aussi de les accompagner durablement et de maintenir afin de pouvoir donc aussi changer ces normes sociales négatives en normes sociales positives. Et ça prend du temps aussi dans la durée. Mais il faut aussi souligner que cette recherche qui a été menée dans les 2 communautés différentes, une communauté rurale et une communauté urbaine, nous a permis donc à la fin de découvrir une approche transformatrice JAR qu'on appelle l'approche ACT, une approche communautaire transformatrice JAR, qui permet donc de prendre toutes ces caractéristiques que nous venions aussi de mettre en évidence, c'est-à-dire l'implication des participants, la participation, l'appropriation et l'habilitation. Parce que nous savons tous et nous sommes convaincus, même si les communautés sont s'approprient de la démarche, s'ils n'arrivent pas à partager, à devenir des ambassadeurs de cette démarche, donc ça veut dire que nous n'avons pas abouti. Il faut que ces communautés soient habilitées à pouvoir être des ambassadeurs pour porter au-delà de nous, pour prendre la relève, donc pour que demain eux-mêmes ils puissent être vraiment des véritables acteurs de changement auprès d'autres communautés qui n'ont pas été couvertes par le projet. Je vous remercie pour votre attention.